Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler uniquement de l'industrie des assurances, principalement ici les assurances dommages qu'on appelle généralement property and casualty. Donc, ça ne prend pas en considération ici les assurances vie ou bien les assurances santé. Ça, c'est un autre sujet. Quel est l'état des lieux en date d'aujourd'hui? On commence d'abord en 2023. Comment le vent a-t-il soufflé en 2023 pour ces compagnies-là? Donc, l'année dernière, les États-Unis ont été frappés par de violentes tempêtes et des incendies de forêt, ce qui a entraîné un niveau élevé de sinistres. Bien entendu, cela a eu des répercussions sur les résultats des assureurs puisque les ratios combinés, d'accord, à savoir le ratio combiné, c'est la somme des ratios de pertes et de dépenses. Donc, ces ratios combinés ont grimpé à des niveaux jamais atteints depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que le ratio en question, en moyenne, quand vous allez étudier une compagnie d'assurance, il faut regarder la moyenne ici. Et une fois qu'il y a une variation à la hausse ou à la baisse, demandez-vous toujours, est-ce que c'est durable? D'accord? Si c'est à la hausse, on n'aimerait pas que ça reste autant élevé pendant très longtemps. Si c'est à la baisse, on aimerait que ça reste aussi bas pendant très très longtemps. OK? Donc, toutefois, l'augmentation du nombre de catastrophes. Donc, qu'est-ce qu'une catastrophe généralement dans le jargon? C'est un événement unique entraînant des pertes pour les assurés de 25 millions de dollars ou plus. Donc, au moins 25 millions de dollars pour être considéré comme étant, entre parenthèses, une catastrophe. Donc, l'augmentation du nombre de catastrophes peut être une arme à double tranchant pour les assureurs. C'est pour ça que j'adore ce secteur d'activité-là. Je pense que de manière globale, les gens comprennent, on a toujours tendance à assimiler le secteur des assurances avec le secteur ici bancaire parce que ça semble être complexe à comprendre, etc. Mais c'est très facile à comprendre comme secteur d'activité. Je dis bien très, très facile. Le problème, généralement, ici, c'est le risque que certaines de ces compagnies-là, c'est le risque qu'ils prennent généralement, parce que ce qui est dangereux avec les compagnies d'assurance, c'est que le risque, vous ne le voyez pas instantanément. En fait, si une entreprise est trop agressive au niveau ici de ses polices d'assurance ici, elle va avoir tendance à gagner beaucoup d'argent à court terme, mais à long terme, ça va payer cash. OK? Surtout quand il y aura des réclamations, ou bien entre parenthèses, des sinistres. Donc, on dit ici que c'est une norme à double tranchant. Pourquoi? Si elles réduisent les bénéfices, notamment quand on parle de catastrophes, comme nous l'avons vu plus haut, elles peuvent aussi être un atout pour les assureurs lors de la campagne de renouvellement des polices de l'année suivante. Donc, ce qui veut dire ici que si vous avez un problème l'année précédente et que vos compagnies d'assurance vous a assisté, l'année suivante, vous n'allez jamais payer le même montant. Jamais. Et ce montant-là sera généralement à la hausse. Et donc, moi, en tant que compagnie, pourquoi? Parce que vous devenez un client à risque. D'accord? Je pense que vous l'avez déjà, pour ceux qui ont déjà eu ici à avoir ici à demander ici l'assistance ici de leur police, de leur assurance, la compagnie d'assurance ici. Donc, vous allez voir que l'année qui suit, vous ne payez pas la même somme. Et vous allez même voir que dans le temps, si vous êtes resté avec la même compagnie, votre prix a eu tendance à augmenter. En tout cas, la prime que vous avez eu tendance à verser à la compagnie d'assurance a eu tendance à augmenter année après année. Ainsi, si les catastrophes étaient très élevées en 2023, elles ont été ces dernières années de manière globale, ce qui a donné plus de poids aux assureurs au moment du renouvellement des polices. Les augmentations de prix ainsi que les nouvelles souscriptions de police ont contribué à soutenir les primes nettes acquises l'année dernière. Donc, on parle toujours ici de 2023. Un autre facteur positif a été le revenu des investissements. Si vous êtes malin, quand vous allez regarder une compagnie d'assurance, il faut toujours vérifier ici. Vous allez toujours voir que les revenus proviennent de deux niveaux. Les primes, les revenus d'investissement. D'accord? Donc, un autre facteur positif a été le revenu des investissements. Ce poste a bénéficié de l'augmentation des actifs investis grâce à l'important flux de trésorerie généré par les opérations. De plus, les rendements des titres à revenus fixes ou les obligations ont atteint l'année dernière des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies grâce au resserrement de la politique de la Réserve fédérale en matière d'inflation. Comme indiqué précédemment, les ratios combinés ont eu tendance à augmenter en 2023 pour la plupart des compagnies en raison de taux de sinistres élevés. Si les coûts d'exploitation ont été largement maîtrisés, ce qui a favorisé le ratio de dépenses qui est une composante du ratio combiné, cela n'a souvent pas suffi à éviter une perte sur les souscriptions au cours de l'année.
En ce qui concerne les perspectives d'avenir, enfin, pour cette année et l'année prochaine, 2024 et 2025, la situation restera largement inchangée en 2024 et 2025 pour de nombreux aspects du secteur de l'assurance. D'une part, la hausse des prix devrait rester saine grâce à plusieurs facteurs. Bien que la Réserve fédérale ait quelque peu freiné l'inflation au cours des derniers mois, les prix restent supérieurs au niveau visé. Par conséquent, compte tenu de la hausse probable des prix de la plupart des produits en 2024, les assureurs ne devraient pas avoir trop de mal à augmenter les prix. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, le niveau de catastrophe supérieur à la moyenne en 2023 devrait entraîner des augmentations substantielles en 2024 et peut-être en 2025, en particulier dans les régions les plus touchées par les catastrophes. Un autre facteur est que la dynamique de l'offre et de la demande dans l'industrie reste assez équilibrée, ce qui implique que les augmentations de prix ne devraient pas être trop difficiles à obtenir. Donc, ce sera très facile d'aller voir un client ici afin de pouvoir demander une augmentation de prix par rapport à la police d'assurance. OK? Notamment par rapport au fait que la demande dans l'industrie reste assez équilibrée. Il convient de noter que la plupart des récessions dans le secteur sont dues à des surcapacités, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Donc actuellement, nous avons plutôt un marché qui est dominé par les assureurs. Donc les clients n'ont pas la main. OK? C'est un marché dominé par les assureurs. Et ce qui est une bonne chose. OK? Donc je pense que les ratios combinés devraient également s'améliorer dans l'ensemble au cours des 2 prochaines années. Bien qu'il soit difficile de prévoir les conditions météorologiques, il est probable que les catastrophes liées aux conditions météorologiques reviendront à la moyenne historique. Et donc, faites attention généralement sur une compagnie d'assurance, comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné précédemment. Regardez la moyenne du combine ratio dans le temps. Je dis bien la moyenne sur 3 à 5 ans. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Et prêtez attention à ces variations-là. C'est très, très important. Ici, le dividende, ce n'est qu'une politique d'allocation du capital, généralement. OK? Donc, ce n'est pas sur ça c'est pas uniquement sur cet élément qu'on doit se baser pour acheter une quelconque entreprise. Parfois, je me dis souvent, j'ai souvent vu des choses, on vous apprend à investir dans les compagnies qui versent des dividendes. Ça n'a pas de sens. On doit vous apprendre à analyser des entreprises de manière globale, point barre, parce que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Si la compagnie est bien gérée, s'il y a de belles perspectives de croissance ici, et si elle peut maintenir ses marges ici, le dividende prendra soin de lui-même. C'est une évidence. Ça ne vaut pas la peine de payer une formation pour apprendre à investir dans les dividendes. Ça n'a pas de sens. Comme je l'ai dit ici, ça n'a pas de sens. OK? Il semble également probable que les assureurs garderont un œil attentif sur les coûts, ce qui devrait contribuer à améliorer les ratios relatifs aux dépenses. Les revenus d'investissement et les dépenses sont très importantes pour les compagnies d'assurance, hein? Ne vous dites pas, parce que pour vendre une police d'assurance, ça demande une force de vente. C'est pour ça que moi, j'aime les brokers. Si vous ne savez pas c'est quoi un broker, c'est un peu comme un middleman. Donc, je suis entre le client final et la compagnie d'assurance. Moi, je vends les polices d'assurance, je vends moi, je suis chargé ici de chercher les clients pour la compagnie d'assurance. Et donc, je suis rémunéré à la commission. Donc, je n'assume aucun risque concernant un quelconque sinistre dans le futur. J'adore ces compagnies. Et c'est un marché vaste, notamment ceux qui sont présentement dans les notes d'analyse. Il y a une compagnie qui est un broker dans ce secteur d'activité. Et je vous ai dit d'ailleurs que tout ce secteur est intéressant parce que la taille du marché est juste énorme. Okay? Et le marché est en pleine consolidation. Bref, donc les revenus d'investissement devraient continuer à être un élément clé des bénéfices pour cette année et l'année prochaine. La Réserve fédérale pourrait bien commencer à réduire les taux d'intérêt dans le courant de l'année. Cependant, elle ne devrait pas avoir un impact significatif sur les taux de réinvestissement des obligations avant au moins quelques trimestres parce qu'il y a un lag. Il n'y a jamais un retard. Ce n'est pas parce qu'on va baisser les taux en termes de revenus d'obligations, en termes de revenus issus des obligations ici, on va avoir tendance à avoir un bénéfice de moins en moins élevé. Non. Bien un rendement de moins en moins élevé instantanément. Non. Ça prend un tout petit peu de temps. De plus,
Si les rendements peuvent effectivement baisser, le déclin sera probablement progressif et les rendements devraient rester au-dessus des moyennes historiques pendant encore un certain temps. Et je parle toujours des obligations ici. En concernant les perspectives à long terme, bien qu'il soit difficile de jauger la performance à long terme du secteur des assurances, c'est ça que j'aurais dû écrire ici, donc en raison de sa corrélation avec les conditions météorologiques, les tendances séculaires resteront, je pense, soutenues par des vents favorables dans un avenir prévisible. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la plupart des baisses séculaires sont dues à des fondamentaux déséquilibrés au niveau de l'offre et de la demande. À ce stade, cela ne devrait pas poser de problème étant donné que les entreprises semblent avoir appris de leurs erreurs passées et qu'elles surveillent de plus près la qualité de leur couverture de risque. Bien qu'un ralentissement finisse par se produire, comme c'est le cas dans pratiquement tous les secteurs, il sera probablement relativement modéré et de courte durée. Il convient de noter que les baisses enregistrées à la fin des années 90 et au début des années 2000 ont été brutales et assez sévères car la qualité des polices souscrites, et c'est très important la qualité, donc la qualité des polices souscrites ici par les assureurs était médiocre dans de nombreux cas. Donc, c'est-à-dire que le risque qu'ils prenaient était trop élevé. D'accord? Et donc, ça, à court terme, ça ne se voit pas, mais à long terme, ça a un impact négatif. Notamment, c'est pour ça que je n'aime pas les compagnies dans les assurances vie. Cela a entraîné l'élimination de certains des acteurs les plus faibles. Et donc, présentement, si vous avez une compagnie d'assurance, elle doit généralement avoir un combine ratio en dessous de 90% de manière générale, ou bien meilleur dans le secteur d'activité. Prenez toujours la moyenne du secteur. Regardez, même si ça serait des datas difficiles à trouver. Bon, enfin, quand je dis difficile à trouver, prenez juste toutes les entreprises, tous les concurrents. Allez regarder le combine ratio sur 5 à 10 ans. D'accord? Donc, une fois que vous avez ces datas-là, comparez avec la compagnie que vous avez présentement et vous allez avoir tendance à avoir un point de vue de manière globale par rapport au combine ratio dans le secteur d'activité. Faites également attention à sélectionner uniquement les entreprises qui qui vendent à peu près le même type de produit. N'allez pas comparer United Health avec Chubb ou bien avec AXA. Ce n'est pas la même chose. OK? Ce n'est pas la même chose. Regardez également les dépenses. D'accord? Est-ce que les dépenses sont de plus en plus élevées ou bien de moins en moins élevées? Les revenus issus des investissements également, très important à aller vérifier. Donc, par exemple, dans l'accélérateur, donc le programme d'accompagnement, on a brossé ici le secteur des assurances il y a plusieurs semaines et on avait justement étudié une compagnie qu'on appelle, enfin ici sur la chaîne, on avait déjà étudié Chubb, mais on l'a fait également en profondeur dans l'accélérateur ici. On avait plutôt aimé ce qu'on a vu de manière générale. Enfin, ça a également permis à certaines personnes de se rendre compte que ce n'est pas très compliqué à analyser ce type d'entreprise-là. Ce n'est pas compliqué à analyser, c'est juste que voilà, on se dit que quand on ne connaît pas quelque chose, on a généralement un avis assez négatif dessus. OK? Et donc, c'était assez intéressant. Donc, je rappelle également ici que pour ceux qui sont intéressés par l'idée, enfin, par le stock picking de manière générale et qui veulent monter en compétences, notamment dans leur processus d'apprentissage, OK? Vous pouvez réserver un appel, on pourra en parler ici afin de voir si le programme d'accompagnement, l'accélérateur, et à peu près pourrait répondre à vos attentes de manière globale. Et je rappelle ici que c'est un programme pratico-pratique dans le sens où dès la première semaine, on lit les rapports financiers, on pratique avec des cas réels. Généralement ici, j'essaie de sélectionner des entreprises, entre parenthèses, sous-évaluées qu'on aura tendance à étudier ensemble et généralement des entreprises que moi-même je ne connais pas. OK? Donc ça m'a fait rigoler dernièrement parce que on a étudié Dassault Systèmes quand on regardait à peu près le secteur de la technologie ici, notamment pour les softwares, pour les logiciels. Et on avait étudié Dassault Systèmes et c'était assez intéressant. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une vidéo dernièrement de Xavier Delmas qui parlait également qui analysait Dassault Systèmes. Et on a à peu près eu les mêmes conclusions. Enfin, les étudiants du programme ont eu les mêmes conclusions. Et ça m'a fait rigoler parce que quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire « Mais est-ce que vous êtes entendu pour à peu près faire... est-ce qu'il s'est entendu avec nous afin de faire cette vidéo-là? Parce que c'est à peu près la même chose qu'on a dit dans le programme généralement. En fait, c'est simple, c'est
clairement quelqu'un qui a lu les rapports financiers. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a eu la même conclusion, notamment par rapport à la diversification ou bien diversification d'Asso Systèmes. Oui, on est leader, mais je pense qu'on poursuit un peu plusieurs lièvres à la fois. Est-ce que ça va fonctionner? On n'en sait rien. On avait également un problème avec la rémunération des dirigeants, de manière générale. Et c'était un peu touffu à ce niveau-là, dans le sens où ce n'était pas trop explicite au niveau des objectifs, au niveau ici des objectifs à atteindre afin de pouvoir bénéficier de cette rémunération-là. Bref, c'était également un point, disons, c'était pas un drapeau rouge, mais un point intéressant à suivre, d'accord? Mais la conclusion était simple. Dassault Systèmes était correctement évaluée au prix actuel, et si elle arrivait à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en date d'ici dans un avenir proche ici, notamment par rapport à son dernier plan stratégique, elle pourrait même être sous-évaluée. Ce n'est pas également l'affaire du siècle, mais comme on dit souvent, parfois c'est ce qu'on considère ici comme étant une entreprise extraordinaire, d'accord, à un bon prix. Donc ici, on sait qu'on ne surpaye pas. Enfin, il y a de grandes chances qu'on ne surpaye pas à l'état actuel des choses. OK? Et donc, le travail a été effectué par les étudiants eux-mêmes et vous voyez que la compréhension était à peu près la même ici. Donc, c'est à peu près comme un brainstorm. On s'assoit, on parle. D'accord? Après les notes de cours, on s'assoit et on discute. Bref. En description de la vidéo, vous avez également le service Top Premium. Et sur le service Top Premium, vous avez 4 niveaux. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès aux notes d'analyse sectorielles, je rappelle que j'en ai fait sur plusieurs secteurs d'activité. Je ne vais pas toutes les mettre ici sur YouTube. J'ai tendance à sélectionner comme ça. Surtout celles que j'ai déjà eu tendance à mentionner sur la chaîne ici. Donc, notamment le secteur des boissons ou bien le tabac. On l'a déjà mentionné précédemment ici. Donc, vous allez retrouver ceci à ces niveaux. OK. Après, vous avez les notes d'analyse où généralement je partage ici des analyses sur des entreprises, des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, m'intéressent, sur lesquelles je vais avoir tendance à faire un suivi également. OK. Avec ça, dépendamment ici du niveau que vous allez choisir, vous avez la watchlist ou bien les demandes d'analyse quantitative ou bien également ici les notes d'analyse. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et donc, pour terminer avec le secteur des assurances, comme je l'ai mentionné, quand je prends une compagnie d'assurance, je dois savoir exactement ce qu'elle fait. Parce que vous pouvez avoir un broker ou bien une compagnie qui assume le broker n'assume pas de risque en termes ici de sinistre. D'accord? Donc, il faut déjà enlever cette partie-là. Okay? C'est un autre type de business. Même si c'est un business qui est très lié au secteur des assurances ici, mais c'est un business que moi, je préfère généralement par rapport aux compagnies d'assurance de manière globale. Même si sur certaines compagnies d'assurance de manière globale, il faut regarder à peu près la performance dans le temps et l'évolution de cette performance. Vous pouvez étudier Chubb, par exemple, si vous allez voir que c'est une entreprise qui a tendance à rester au top niveau depuis très longtemps. OK? Donc, vous avez également les réassureurs. Faites très attention, la réassurance, c'est un business assez difficile parce que réassurance, c'est j'assure les compagnies d'assurance. On va le dire comme ça. Et donc, si la police d'assurance a été mal ficelée et que je ne m'en rends pas compte, je vais avoir tendance, moi, en tant que réassureur, à assumer ce risque, ce sinistre-là. Et donc, j'ai vu dernièrement ce que Score s'était plutôt cassé la gueule. Les réassureurs, je ne me blague pas avec, je préfère les acheter à un prix qui se rapproche du book value. Est-ce que je pense que Score va mourir? Je ne pense pas. Ils ont un bilan assez solide ici. Et donc, si vous avez du Score en portefeuille, vous devez aller regarder comment est-ce que les revenus issus des investissements, est-ce qu'ils augmentent? D'accord. Est-ce que le portfolio d'investissement de manière globale augmente également? OK. Les dépenses, est-ce qu'elles sont plutôt stables ou est-ce qu'elles augmentent? Je préfère stable ou diminue quand le revenu augmente. OK. Et le combine ratio en lui-même, dans le temps, est-ce qu'il est inférieur à la moyenne, supérieur à la moyenne pour un réassureur? Voilà des éléments qu'il faudrait aller regarder. Vous ne pouvez pas conclure que Score est sous-évalué uniquement en se regardant Score est une opportunité d'investissement. Vous ne pouvez pas sous-entendre que c'est le moment de l'acheter en date d'aujourd'hui uniquement en regardant les états financiers. D'accord? Les états financiers vous donnent uniquement une indication comme quoi ça pourrait être intéressant à regarder en profondeur au prix actuel. Et ça s'arrête là. Parce que la décision finale viendra uniquement après la lecture et la compréhension ici des rapports financiers. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.